Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 Normandie pour ce numéro spécial du magazine La Voix est libre. Nous sommes en direct à Falaise, dans le Calvados, sur le site et dans le lieu qui sera inauguré demain, en fin d'après-midi, par le secrétaire d'État aux anciens combattants et à la mémoire, Jean-Marc Todeschini, le futur mémorial des civils dans la guerre, musée unique au monde. Nous allons vous détailler ce bâtiment, l'ancien tribunal de Falaise. Nous allons vous le faire découvrir tout au long de cette émission. La Voix est libre, ce qu'il signifie, ce qu'il veut dire, pourquoi évoquer enfin, il était temps, le martyre des civils dans les différents conflits. Et donc, bien sûr, ici en Normandie, pour les combats du débarquement et de la bataille de Normandie. Mais ce musée se veut aussi, et ce mémorial se veut aussi un élargissement au drame et aux martyrs des populations civiles dans l'ensemble des conflits tout autour de la planète. Alors, je suis avec plusieurs invités pour vous présenter cette émission. D'abord, Claude Letertre, l'ancien maire de Falaise, conseiller départemental, président de la communauté de communes du pays de Falaise. Vous êtes l'un des hommes à l'origine de ce projet. Ça a pris plusieurs années. Ça n'était pas évident au départ. C'est ce que nous disait votre successeur à la mairie, Éric Massé, hier soir dans le journal. Jean Quélien, historien bien connu. On vous a souvent vu sur France 3 Normandie, notamment pour évoquer le débarquement. Vous êtes l'ancien patron de l'UFR d'histoire à l'université de Caen et vous avez coécrit avec Françoise Passera ce qui est peut-être la Bible, le livre Les civils dans la bataille de Normandie. C'est vous qui, il y a plus de 20 ans maintenant, avez commencé à recenser et à voir exactement combien de victimes civiles étaient tombées pendant les combats du débarquement et de la bataille de Normandie. Stéphane Grimaldi, directeur général du Mémorial de Caen, vous aussi, vous êtes à l'origine de ce projet de mémorial des civils dans la guerre. Vous avez apporté votre expérience d'homme de musée, d'homme de mémorial pour ce projet et vous l'avez porté aux côtés des élus de la communauté de communes, de Falaise, du département et de la région, vers l'État qui lui aussi a participé à cette construction et à donc cette inauguration qui aura lieu demain. Ce musée, ce mémorial est bâti sur 3 étages dans l'ancien tribunal de Falaise. Nous sommes au rez-de-chaussée, à l'entrée. Et il y a donc 2 étages au-dessus, un au deuxième qui évoque l'occupation, un au premier qui évoque la libération. Et nous retrouverons pour nous faire découvrir les lieux mon confrère Thierry Cléon, qui lui aussi sera avec des invités. On vous retrouve tout à l'heure, Thierry, pour une visite guidée, en quelque sorte, dans ce mémorial. Et puis également à mes côtés, Emmanuel Chaunu, dessinateur bien connu, qui apporte toujours un éclairage intéressant avec un point de vue très normand sur l'actualité. Vous allez nous faire vivre en dessin ces 3 quarts d'heure d'émission avec peut-être un premier dessin. Oui, écoutez, c'est un musée qui nous plonge dans l'histoire, dans le passé, mais en fait ce passé il est totalement d'actualité et je veux rendre hommage aux migrants et à ces victimes de la guerre actuelle parce que finalement l'histoire est un éternel recommencement, Laurent. Et Jean Quélien a des théories très intéressantes sur le sort des civils dans les conflits selon l'époque du monde, un sort qui évolue, on l'évoquera tout à l'heure. Alors pourquoi ici en Normandie, ce lieu unique au monde? Eh bien sûr parce que le mardi 6 juin 1944, c'est ici que tout commence. Sur Sword, Gold, Juno, Omaha et Utah Beach. C'est là que les paras arrivent dans la nuit du 5 au 6 juin. C'est là aussi que les barges vont s'ouvrir et les armées alliées de libération vont commencer cette libération de la Normandie, puis de la France, puis de l'Europe pour faire tomber le joug nazi. Nous l'évoquerons bien sûr au cours de cette émission. Je voudrais commencer avec vous, peut-être Claude Letertre. Quand vous avez voulu ouvrir ce mémorial, quelle était l'idée, quel était l'objectif? Ça n'était pas un musée du débarquement de plus, il y en a déjà beaucoup dans la région, il fallait trouver autre chose. Je dirais que dans l'histoire de la bataille de Normandie, très souvent, tout se résumait au débarquement, les 10 jours qui suivaient le débarquement. Et clairement, on avait l'impression que c'était terminé, le débarquement, puis la libération de Paris. Or, pendant 100 jours, même plus, eh bien, il y a eu 1 million de civils qui ont été pris en tenaille au milieu de 2 millions de combattants militaires. Et donc, il fallait un peu raconter l'histoire de ces villes, de ces populations qui ont subi un nouvel exode et bien sûr qui ont été martyrisées. Stéphane Grimaldi, vous avez amené ce que j'appelais tout à l'heure votre savoir-faire, en quelque sorte. Le lieu vous a séduit, j'imagine. C'est un bâtiment de la reconstruction typique. Il y avait vraiment quelque chose à faire ici. C'est un très beau bâtiment de la reconstruction.
Et il y avait les 3 plateaux suffisants pour créer ce musée. Et puis il y a eu, je suppose qu'on en parlera tout à l'heure, il y a eu le miracle du chantier avec la maison du docteur Turgis, qu'il a quitté en 1943. Et on a tout de suite, en effet, compris comment on allait faire organiser ce nouveau musée. Qui, Claude l'a pas dit, mais je voudrais juste dire qu'on parle naturellement de la Normandie, mais on ne parle pas que de la Normandie, c'est-à-dire qu'on parle de la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas déroulée qu'en Normandie. Elle commence en quelque sorte... Elle commence en 1937, en vérité. Elle Chine. commence en Chine. On parle beaucoup des Chinois, d'ailleurs. On oublie que les Japonais ont tué à peu près 25 millions de Chinois entre 1937 et 1945, qu'ils ont conduit une guerre d'extermination en Chine. La moitié de ces Chinois étaient des civils. Donc la question des civils chinois, comme celle des civils soviétiques, comme celle des civils occidentaux, européens et naturellement normands, puisque ce musée est en Normandie, est au cœur de ce mémorial. Et l'objectif, ça a été vraiment d'élargir dès le départ. On n'allait pas parler que des 100 jours de l'été de la liberté, comme on l'appelle dans notre région. Il fallait tout de suite élargir à l'ensemble de la planète. Oui, parce qu'on a, ça Jean Quélien le dira mieux que moi, la guerre mondiale est un phénomène global qu'on ne peut pas comprendre si on le coupe en morceaux. On ne peut pas comprendre le débarquement et les batailles de Normandie si on ne sait pas ce qui se passe à l'est ou au sud. Donc il faut regarder des cartes, il faut savoir où sont les armées alliées, il faut savoir comment s'opèrent les fronts, etc. Et la question des civils normands, au fond, dès 1944, on a déjà assassiné, tué des millions de civils avant 1944. Donc la guerre qui se livre depuis 1937 est une guerre totale, est une guerre de destruction, d'anéantissement. Les nazis, en entrant en URSS, livrent une guerre d'anéantissement, y compris des populations civiles. Donc au fond, 1944 en Normandie, c'est dans le fil d'une guerre qui se livre déjà depuis des années. Claude Letertre, est-ce que le premier acte du président Hollande, le 6 juin 2014, pour le 70e, qui inaugure, devant le mémorial de Caen, cette stèle, cette petite stèle en hommage aux 20 000 victimes civiles de la bataille de Normandie, c'est pas un déclic et un coup de pouce pour ce mémorial ici? C'est plus qu'un coup de pouce, c'est le baptême. Et ça donne une obligation, et notamment à l'État de financer et aux collectivités territoriales amies de nous aider à construire ce musée. Mais c'est vrai que nous n'avons pas voulu, et Stéphane a été très vigilant sur le sujet, en fait, c'est les objets locaux sont les moyens d'illustrer un combat général qui touche toutes les populations civiles. Ce n'est pas du chauvinisme, mais c'est l'illustration, et c'est bien que ce soit à Falaise. Oui, c'est bien que ce soit à Falaise. On va revenir quand même sur ce martyre des victimes civiles en Normandie avec Aurélie Misery. Vous allez voir, la région est sans doute l'une de celles qui a le plus souffert pendant ce deuxième conflit mondial. Juin 1944, les Normands attendent le débarquement, mais ils sont loin d'imaginer l'ampleur de l'assaut allié. Un assaut qui va se traduire par d'intenses bombardements aériens qui seront responsables de 60% des pertes civiles de la bataille de Normandie. Dès l'après-midi du 6 juin, ce sont bien les villes qui sont ciblées. La population est terrorisée. En 24 heures, Caen déplore 600 morts et des milliers de blessés. Mais le pire reste à venir, car pour ralentir l'arrivée des renforts allemands, la destruction des villes bas normandes est programmée. Vire, Saint-Lô, Coutances, Thury-Harcourt, Condé-sur-Noireau, Pont-l'Évêque, Lisieux, Argentan et Falaise sont sur la liste. Pour avertir la population, des tracts ont bien été lancés, mais avec trop d'imprécisions. Des milliers de bas normands se retrouvent pris au piège des bombes américaines et britanniques. La Haute-Normandie est aussi durement éprouvée par de nombreux raids aériens. D'Elbeuf à Grand Couronne, en passant par Rouen, les localités bordant la Seine sont particulièrement touchées. Les Alliés visent les sites industriels, mais les morts se comptent par centaines, les sinistrés par milliers. Le Havre ne sera pas épargné. Le centre-ville de la forteresse allemande sera détruit dans la nuit du 5 au 6 septembre, faisant plus de 2000 morts et 300 disparus. Les Normands fuient, les villes en ruine ou chassés par les Allemands.
C'est l'exode pour environ 300 000 hommes, femmes et enfants. Ici Jean et Pierre Geoffroy, demeurant 170 rue Branville, Caen, à Madame Vincent Rutière à Rouen. Suis carrière de Fleury-sur-Rhône. Tout le monde en bonne santé avec Pierre. Bien reçu message. De la part de monsieur et madame Primo, nous portons bien sans Nouvelle-Raymond, sommes sinistrés de Caen, 168 rue Saint-Jean. Les Normands vont connaître pendant de longues semaines une vie de réfugiés, en s'abritant dans les granges, les étables, les caves ou les carrières souterraines. L'avancée du front oblige à prendre la route, vers l'Orne d'abord, puis la Mayenne et l'Ille-et-Vilaine, parfois encore plus loin. Sur les routes, la menace est permanente. L'aviation alliée mitraille la moindre poche de résistance allemande. Les Normands se retrouvent pris dans les feux d'une gigantesque bataille dans le ciel, mais aussi à terre, où 2 millions de soldats s'opposent. D'autres menaces planent, comme les exécutions sommaires, dont la plus importante a eu lieu le 6 juin à la prison de Caen. Comme également les mines et les obus, que les belligérants ont laissés derrière eux. Pour le seul Calvados, près de 300 personnes ont été tuées par un engin explosif entre l'automne 44 et la fin 45. Au total, le bilan de la bataille de Normandie est lourd. 20 000 civils tués, dont 14 000 en Basse-Normandie et 5 300 en Haute-Normandie. Sans compter les milliers de blessés et de sinistrés. Et les vies détruites, et les vies chamboulées, martyrisées, mises à plat, il faut rebondir, reconstruire. Nous verrons cela au cours de cette émission. Nous allons entamer notre découverte géographique et physique de ce mémorial des civils dans la guerre avec Thierry, donc, qui est au 2e étage, vous allez retrouver l'architecte du lieu. C'est exact, Laurent. Mais avant cela, je vous propose de vous replonger un petit peu dans le décor, dans cette ambiance. Vous pouvez le constater, décor plutôt sombre. Nous sommes à l'heure de l'occupation dans ce second étage. Alors, un mobilier habille donc cet espace de 300 mètres carrés. Comme vous pouvez le voir ici, juste sur ma gauche, il y a notamment la reconstitution d'une classe avec le bureau des enfants, mais également un tableau qui évoque donc l'occupation, notamment l'administration de Vichy. Donc cet espace est fait pour vraiment évoquer le quotidien des civils. Alors à mes côtés justement Jacques Millet, qui est l'architecte en charge donc de ce mémorial des civils. Première réaction concernant effectivement ce rendu qui est remarquable. Oui, ça a été une très belle expérience, un bon moment d'architecture. On a voulu respecter ce bâtiment qui est un témoin important de la reconstruction à Falaise. Et puis, ça a été aussi l'objet de dégager des grands espaces libres pour faire la place à la scénographie. 12 mois de travaux, effectivement, pour réaménager, réagencer tout cela. C'était un pari fou et réalisé. Réalisé, fou, je sais pas, mais réalisé en tout cas, et dans de magnifiques conditions, je trouve. Oui, alors Jacques Millet, effectivement, le visiteur pourra s'en rendre compte. On peut voir également beaucoup d'objets. Il y en a à peu près 80 évoquant donc ces civils, comme vous pouvez le voir, Laurent. Et si vous le voulez bien aussi, on verra au premier étage qu'il y a également des témoignages de ces civils qui ont vécu cette guerre et qui ont traversé effectivement ce conflit. Merci Thierry, on vous retrouve tout à l'heure et nous vous diffuserons également au cours de cette émission des témoignages qui sont tous très poignants et très émouvants. Comment survivre au cours d'un conflit, comment survivre à un bombardement, à un mitraillage, à un déluge d'obus, eh bien nous verrons cela tout à l'heure. Mais vous évoquiez la vie sous l'occupation, ce qui fait le 2e étage de ce mémorial. On va rentrer un peu plus concrètement avec des archives dans cette vie sous l'occupation. Comment on se débrouille pour survivre pendant une occupation? Regardez cette évocation avec Bernard Goulet. Comment vivre et survivre dans un pays occupé militairement par une puissance étrangère? Drôle de sport national auquel la France est soumise dès juin 1940. L'occupation pèse. C'est une somme d'interdictions qui entrave la vie. La France est pillée, rationnellement et méticuleusement. Les Allemands se servent pour tout, pour se vêtir, pour se loger, pour se nourrir. Ils se payent sur la bête. 80 000 soldats dans la Manche et le Calvados. C'est la zone suroccupée pour l'historien Jean Kellien. C'est pas seulement la zone occupée, c'est beaucoup plus que ça, puisque le gros des forces allemandes est concentré tout le long du littoral. Comment subvenir à ces besoins? L'Allemagne se sert et la France tire la langue. On voit donc apparaître les cartes de rationnement, les coupons, les tickets. Le rationnement concerne tous les produits, mais les manques sont criants. C'est là aussi que naît le marché noir, la vente de stock à des prix prohibitifs.
Les gens se cristallisent contre ceux qui pratiquent le marché noir, qui sont considérés comme des affameurs. Et la propagande, tant allemande que la propagande du régime de Vichy, va être très forte pour condamner ces personnes qui pratiquent le marché noir. Et ceux qui sont pris ont souvent de très lourdes condamnations qui doivent servir d'exemple pour empêcher les autres personnes de faire du marché noir. Structurer la débrouille et la récupération concernent tous les domaines. Les ersatz, les produits de substitution, sont légion comme les poils de chien tissés pour devenir des manteaux, ou bien les vieilles pellicules de films retraitées pour être transformées en vernis à ongles ou en cirage. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, le lapin devient l'animal de référence. Décidément, faites comme moi, élevez des lapins. Ouais, petit clin d'œil à la débrouille donc, pendant cette période d'occupation. Jean Quélien, je le disais en début d'émission, vous avez écrit ce très bel ouvrage avec Françoise Passera, Les civils dans la bataille de Normandie. C'est le fruit et le résultat, l'aboutissement d'un long travail de recensement. Pourquoi au moment du 50e à peu près, vous vous êtes dit il est temps quand même qu'on essaye de savoir vraiment combien de victimes civiles pendant cette bataille de Normandie? Oui, en fait, c'est une idée qui nous a été suggérée par, on disait à l'époque, l'université du troisième âge, et particulièrement l'antenne de Caen, qui venait souvent me voir à l'issue de conférences pour dire « mais enfin, on ne parle jamais des civils, et d'ailleurs, on ne sait même pas combien il y a eu de victimes ». Et il est vrai que quand on regardait les ouvrages traitant de la question, on arrivait parfois jusqu'à 50 000 morts, ce qui est tout à fait exagéré par rapport à ce que nous avons pu faire. À l'issue d'un long travail de dépouillement d'archives diverses, notre idée était de refuser, comme ça se passe trop souvent, les estimations qui viennent d'on ne sait où, qui augmentent, qui baissent rarement, mais qui augmentent plutôt. Et dont tout le monde se nourrit, et ça, et voilà, c'est répété. C'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. Oui. Et donc, la seule façon de sortir de ce piège, c'était de compter un par un. C'était possible, vu que nous sommes dans une région française et non pas pardon, à l'échelle planétaire, et donc en utilisant toutes sortes de sources, l'état civil, des recensements qui avaient été faits et dont personne ne parlait juste après la guerre. Par exemple, on a retrouvé dans les archives municipales de Caen un état des victimes des bombardements de Caen qui arrivait à 1700 morts. Et c'est 2000 si l'on compte l'ensemble des morts canés, que ce soit à Caen ou ailleurs. Donc on avait déjà des chiffres, mais qui n'étaient pas utilisés, qui étaient restés enfermés dans les archives. Stéphane Grimaldi, j'imagine que l'un des axes aussi de ce lieu, de ce mémorial, sera vis-à-vis des jeunes générations. La transmission, c'est quelque chose aussi qui vous tient à cœur, ça? Ah oui, bien sûr, oui. Et puis il y a un truc, je crois qu'Emmanuel fait des dessins aussi là-dessus, c'est finalement ce que dit ce musée, c'est que cette Seconde Guerre mondiale, qui tue plus de civils que de militaires, ça aussi peu de gens le savent. Parce que ça fait 70 ans qu'on parle des militaires. Donc maintenant, on va parler des civils. Il y a quoi, il y a une 50aine de millions de personnes civiles qui sont tuées Non, pendant le conflit? il y a entre 35 et 45 millions. Voilà. Tu es d'accord avec ce chiffre, Jean? Il y a un peu plus de militaires que de civils, il y a un peu plus de civils, pardon, que de militaires. Il y a plus de civils que de militaires. Bon, mais comme les recensements sont... Voilà, très compliqué de faire le recensement des morts en Chine, très compliqué de faire le recensement des morts en URSS, bon bref. Mais en tout cas, nous sommes tous d'accord pour considérer qu'il y a plus de civils tués que de militaires. Mais surtout, cette guerre qui tue plus de civils que de militaires ouvre le champ de toutes les autres. À partir de là, la guerre, nos guerres contemporaines, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, on tue des civils. La question des réfugiés, par exemple, il y a, peut-être que vous montrerez ces images, la question des exodes, le grand exode de mai-juin 40, 8 millions de personnes environ sur les routes. Les exodes normands pendant les combats, Claude Le Turc le rappelait tout à l'heure, c'est ces gens qui vont fuir les combats. Ceci est d'une actualité absolument incroyable. Il y a une résonance incroyable entre cette guerre et malheureusement ce que nous continuons de vivre aujourd'hui. Nous le verrons tout à l'heure avec Jean Quélien sur ce sort des civils au cours de l'histoire du monde qui évolue à travers les âges, qui évolue selon les conflits. Si le musée est ici, ça n'est pas un hasard. Falaise, comme beaucoup, comme la majorité des villes normandes, est une ville martyre. Regardez ce qui est arrivé à Falaise pendant ce deuxième conflit mondial. À Falaise,
Le drame vécu par les civils au cours de la Seconde Guerre mondiale est à jamais gravé dans la pierre. Au cimetière de la Sainte-Trinité reposent des hommes, des femmes, victimes innocentes de ce conflit. C'était il y a près de 72 ans déjà, au lendemain du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie. Falaise subissait son premier bombardement le 7 juin 1944. 2 minutes d'enfer pour ses habitants qui allaient vivre durant plus de 2 mois au son des canons et de la mitraille, avant d'être libérés le 16 août 1944. La ville n'est alors plus qu'un amas de ruines, rasée à près de 80%. Il faut imaginer Falaise d'avant-guerre, une ville touristique, la ville du duc Guillaume. Elle n'avait pas changé depuis le Moyen-Âge, des rues entières en maisons à pans de bois, et tout volatilisé en quelques bombardements dévastés. Les églises ont survécu, mais même les églises, quand on les regarde de près, apportent les stigmates. Vous voyez, le clocher n'est toujours pas reconstruit. Il suffit de regarder sur les murs, vous voyez des impacts des combats. Des cicatrices du passé, encore visibles à l'œil nu. Malgré le temps qui passe ici, rien ne semble effacer de la mémoire des plus anciens le martyre de cette ville, dont les habitants conjuguent désormais leur quotidien au temps présent, celui de la reconstruction. Les civils, ce n'est pas que les morts, c'est aussi les blessés, c'est aussi les blessures psychologiques. Il faut imaginer que les Falaisiens qui vivaient ici avant-guerre étaient attachés à leur ville. Et en un claquement de doigts, la ville qu'ils connaissaient a disparu. Et puis une nouvelle ville, alors une nouvelle ville, chauffage central, eau courante, soit des bâtiments modernes, mais malgré tout une nouvelle ville qui ne reprend pas forcément le tracé des anciennes rues. Et donc avec cette sensation, si vous voulez, d'avoir perdu un petit peu leur chez-soi et d'être expatriés au sein de leur propre commune. Comme un symbole, c'est donc au pied de la statue de Guillaume qui a réchappé au bombardement que le mémorial de Falaise rendra hommage à tous ces civils qui ont traversé la guerre. Oui, ce mémorial installé dans l'ancien tribunal Claude Leteurte, Falaise. On aurait pu être à Saint-Lô, on aurait pu être à Lisieux. C'est un symbole de ces villes normandes détruites. Oui, je crois que beaucoup de villes normandes auraient pu vouloir faire un tel musée. Je dirais que Falaise, c'est aussi la poche de Falaise-Chambois, qui est la fin de la poche. La fin de la bataille de Normandie. La fin de la bataille de Normandie. Donc c'était un vrai symbole. Et puis, franchement, je trouve que cette ville qui a été détruite vraiment très durement, eh bien, c'est quelque chose qui est fort pour son histoire. L'histoire de Falaise, c'est 3 événements. Guillaume le Conquérant, la foire de Guibray, la plus importante de foire aux chevaux du Moyen-Âge, et puis la poche de Falaise-Chambois. Mais c'était... alors le château, il est juste là-bas, là, à quelques dizaines de mètres, le château de Guillaume. C'était, c'est vrai, Falaise, la poche de Falaise-Chambois, le dénouement, en quelque sorte, de cette bataille de Normandie, où les Allemands refluent vers la Seine pour s'échapper de la nasse et du piège. Ça deviendra, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, aussi ce mémorial. C'est un atout en plus pour Falaise. C'est un atout en plus et ça permet de parler des Polonais. Parce que dans le pays de Falaise, vous avez Petigny, qui est une cité polonaise, minière, historique. Et il ne faut jamais oublier, on oublie souvent que c'est la première division blindée du général Maczek qui a fermé physiquement, c'est-à-dire avec les soldats à l'arme nue, qui ont fermé la poche de Falaise-Chambois et ils ont été massacrés. Et on les oublie souvent. Et ne serait-ce que pour ces Polonais, je crois que c'est un beau symbole que ce musée mémorial soit à Falaise. Alors, premier témoignage que nous allons vous livrer, l'un des témoignages que vous pourrez voir ici dans ce mémorial, c'est Henri Halluin qui nous le donne. Vous allez voir, c'est assez poignant. Il est à l'époque des combats, de la bataille de Normandie, avec un petit groupe familial. Ils évitent un premier obus, ça va, mais le deuxième obus va massacrer leur petit groupe. Regardez ce témoignage. Celui-là, on ne l'a pas entendu tomber, on ne l'a pas entendu siffler. Il est venu tomber au milieu de notre groupe, il est tombé à 2 mètres de moi, en plein milieu de notre groupe. Évidemment, j'ai été blessé énormément. Et quand je suis revenu à moi, j'étais couché les pieds dans le trou de l'obus. J'entendais crier autour de moi. Mon oncle et ma cousine étaient morts. Ma fiancée était blessée, elle avait les jambes coupées. Encore maintenant, vous savez,
Il n'y a pas une semaine où je ne pense pas. J'ai fondé une famille, pourtant j'ai fait... Bon, ben évidemment, mais c'est des choses qu'on ne peut absolument pas oublier. Oui, ça marque une vie, on s'en doute, on le comprend très bien. Thierry, on vous retrouve au premier étage, l'étage de la Libération, avec l'homme qui a recueilli ces témoignages pour le mémorial. Que l'on va retrouver dans quelques secondes, Pascal Vanier, le journaliste effectivement qui a recueilli tous ces témoignages. Des témoignages que vous pouvez d'ailleurs visionner sur des tablettes qui se trouvent ici. Il y en a à peu près entre 30 et 50. Tout un travail réalisé, vous pouvez d'ailleurs écouter. Je savais même pas qui c'était cet homme-là. J'ai su que c'était épatant. Alors ce sont effectivement des témoins, des civils qui vivent dans la région. Et ces témoignages, comme je vous le précisais, ont été recueillis par Pascal Vanier, qui se trouve à mes côtés. Bonjour Pascal. Bonjour Thierry. Quel travail quand on sait effectivement que la parole justement de ces civils était difficile à entendre. Oui, mais quelle mémoire aussi de la part de cette génération qui est véritablement une génération incroyable. La guerre, évidemment, ça fait des morts. Et puis, heureusement, il y a des survivants. Et disons qu'aujourd'hui, ces survivants, on culpabilise un peu d'être là pour raconter cette histoire, cet été 1944, qui est un été à la fois de miracle et évidemment de drame. Il y a l'été 44. Est-ce qu'il y a également des souvenirs de la période de l'occupation qui fait qu'effectivement le sentiment est plutôt pesant? Oui, le sentiment est pesant. Et alors, comme ces témoins ont entre 4 ans et 20 ans en 1944, vous voyez que le regard est complètement différent. Un enfant de 4 ans va regarder un soldat allemand d'une façon un peu, si j'ose dire, normale, tandis que quelqu'un de 20 ans va se dire « mais que font ces gens chez nous, qui rentrent chez nous, qui occupent nos maisons ?» Et c'est un véritable traumatisme. Et c'est vrai que le poids de l'histoire militaire a sans doute caché un peu cette histoire au quotidien de ces témoins, de ces civils. Justement, les militaires sont évoqués par ces civils. Et quel regard ils portaient justement à l'époque? Alors ça dépend. Une grande peur des SS, bien évidemment. Et puis... comme on a évoqué beaucoup les bombardements, beaucoup cet écrasement de cette région, il est évident que dans un premier temps, en voyant un soldat canadien ou un soldat allié, on se dit mais c'est vous qui avez détruit ma maison, c'est vous qui avez anéanti, écrasé ma famille. Donc un sentiment effectivement partagé. Hein. Très réservé. Bon, très bien. Merci beaucoup Pascal. On se retrouve Laurent dans quelques minutes et on sera cette fois-ci au rez-de-chaussée, pas très loin de chez vous. Oui, dans ce lieu que Stéphane Grimaldi appelait tout à l'heure le miracle, la salle immersive. On vous expliquera tout ça, bien sûr. Claude Le Tertre, rapidement, c'est vous l'enfant de 4 ans, vous avez 3 ans et demi, allez, oui, en juin 44. Oui, bien sûr. Vous gardez des souvenirs ou... Oui, je garde des souvenirs très précis, mais je ne veux pas le dire parce que je ne veux pas que ce musée, les gens croient que je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait pour Falaise. Je crois que c'était quelque chose d'important, mais c'est vrai qu'à 3 ans et demi, eh bien, j'ai des souvenirs très précis de violence, de mort et de bruit. Jean Quélien, il est très très poignant, le témoignage d'Henri Allemin qu'on a vu à l'instant. Comment on se remet de tout ça? C'est l'enfer pour les civils. En une seconde, on perd tout. Oui, il faut dire que la bataille, qu'on appellera plus tard la bataille de Normandie, s'abat avec une grande brutalité sur une population qui n'avait plus connu la guerre sur son territoire depuis le Moyen-Âge. Ça fait quand même quelques siècles de paix, quand même. Hein. Et donc, c'est la surprise, peut-être, qui domine. À côté de la douleur, c'est la surprise, et surtout la surprise d'être bombardé par nos amis, c'est-à-dire les alliés, ceux qui viennent nous libérer. Et les choses auront un peu de mal à passer, et même... Je crois que pour les plus anciens, il y a encore cette question qui se pose. Pourquoi? Parce que les gens pensent très souvent, quand on les interroge, qu'il s'agissait pour les Alliés bombardant les villes de tuer les Allemands qui étaient à l'intérieur. Bon, et comme ils avaient pu remarquer qu'il n'y avait plus d'Allemands, puisqu'ils étaient tous partis en direction de la mer pour arrêter le débarquement, il y a beaucoup d'incompréhension. Or, en fait, on sait depuis un certain temps quand même qu'il ne s'agissait pas de tuer des Allemands dans les villes, mais de détruire entièrement un certain nombre de villes normandes. Et j'insiste bien là-dessus parce que on m'a dit quelquefois, oui, mais les bombardements, il y en a eu sur la France entière, sur Marseille, sur Lyon, sur Nantes, sur la Bretagne en général, etc. Or, en fait, il ne s'agit pas d'un bombardement comme un autre qui vise une gare ou qui vise un pont, c'est-à-dire un objectif précis. Même si les bombardements sont très imprécis, eux, il ne s'agit pas de détruire la ville. Ce qui est le cas pendant la bataille de Normandie. Il s'agit de réduire complètement en ruine les villes qui sont situées sur les axes
de montée, routière ou ferroviaire, vers la côte, là où a eu lieu le débarquement. C'est ça la particularité, je crois, qu'on a un peu de mal à faire passer auprès de l'opinion publique générale. On aura l'occasion de l'évoquer tout à l'heure dans la deuxième partie de La Voie est libre avec le bombardement du Havre, hein, qui reste très très emblématique de ces bombardements alliés sur la Normandie. On va marquer une petite pause dans ce magazine. On va retrouver Aurélie Misery à l'étage qui va nous présenter le journal pour l'actualité dans la région en Normandie en ce samedi midi.